Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir de Jérusalem. Jérusalem qui était enneigée jusqu'à il y a quelques heures. Voilà, nous avons le plaisir ce soir de voir une fois de plus notre ami Shlomo Balzan. Shlomo Balzan que vous connaissez, qu'on va quand même représenter en quelques phrases. Shlomo Balzan est depuis plusieurs décennies, on peut dire, il fait partie des éducateurs, des formateurs, des guides, mais dans tous les sens du terme, au sens physique mais spirituel, de la jeunesse juive de France, de certains même qui ne sont plus des jeunes aujourd'hui. Et il a formé, il a accompagné, il a guidé des centaines et des milliers de personnes qui aujourd'hui se sont rapprochées de leur judaïsme, d'Israël, de la connaissance du sionisme, de la Shoah et d'autres sujets importants encore. Et je crois que c'est important de lui rendre hommage. Moi, j'ai eu le plaisir de lire la biographie de sa famille et je vous recommande à tous. Je crois que bientôt, il y aura un livre à écrire sur lui, mais ça, c'est une autre histoire. Alors ce soir, on est dans le calendrier hébraïque le Zayn Adar. On aurait dû peut-être parler d'un autre personnage, mais on le fera une autre fois. On est aussi dans le cadre de la semaine de la famille en Israël. Yom HaMishpacha, Shavua HaMishpacha. Voilà la raison pour laquelle on a décidé de parler d'un personnage, je veux dire, peu connu. Je dirais même pour moi, quand j'étais un nouvel immigrant en Israël, j'étais surpris de voir, comme vous le voyez dans la présentation, des rues, des billets de banque, des timbres, des livres qui portent le nom d'un personnage qui est, je suis sûr, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, si ce n'est pas un inconnu, en tout cas, on connaît à peine le nom, mais on ne saurait pas dire exactement où est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle a agi, quand est-ce qu'elle est morte, dans quelles circonstances. On peut dire que la sioniste la plus connue dans la société politique ou la société sioniste israélienne, c'est Golda Meir. Et ils ont en tout cas un destin qui se ressemble en certains points. Et voilà, nous avons demandé donc à Shlomo Balzan, dans le cadre de nos rencontres Israël s'invite chez vous, dans le cadre d'une meilleure connaissance, j'allais dire, des personnalités sionistes moins connues du grand public, mais qui ont fait énormément de choses et pour lesquelles on doit certainement 2 ou 3, 4 institutions importantes qui sont encore et qui nous accompagnent encore en Israël, de nous présenter Henrietta Sold. Voilà, je remercie d'avance Yasmine, que tout le monde connaît bien maintenant, depuis, on peut dire, depuis 1 an que nous sommes ensemble. Nous bouclons une première année quasiment, et Naftali Lévy qui nous accompagne du département des activités en diaspora de l'Organisation sioniste mondiale. Je vous souhaite une bonne soirée. Je passe la parole à Shlomo. Évidemment, vous pourrez poser vos questions sur le chat comme d'habitude. Nos modérateurs se feront un plaisir de transmettre les questions à notre conférencier. Merci, merci Avi. Alors, on va parler effectivement d'une dame extraordinaire. Le mot extraordinaire n'est pas par hasard, elle est vraiment extraordinaire, en dehors de l'ordinaire. Henrietta Sold, effectivement, il y a des rues, il y a des billets de banque, des timbres, elle est connue sur des plaques ou sur des billets, mais c'est vrai ce qu'a dit Avi, c'est qu'elle n'est pas tellement connue, donc on va rentrer dans sa vie maintenant. C'est qui? C'est Henrietta Sold. Et l'histoire n'est pas trop gaie non plus. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de drames, mais elle m'a influencé. C'est-à-dire que Avi a dit que moi j'ai influencé des gens, ce qui est vrai. Et c'est une responsabilité terrible d'influencer des gens, de leur dire de faire ci ou de faire ça, ou d'aller dans tel sens. Des fois, c'est une responsabilité extrêmement grande. Et on va voir comment cette femme, Henrietta Sold, m'a influencé et comment, dans ses décisions, dans sa vie, elle a influencé ce qu'on appelle l'histoire du sionisme. Alors, elle est née en Amérique, elle est née aux États-Unis, à Baltimore. Pourquoi elle est née à Baltimore? Ses parents, Binyamin et son père, étaient rabbin orthodoxe en Hongrie. Et dans les fins des années 1850, il a reçu une demande de la communauté juive de Baltimore de venir être rabbin de la communauté juive de Baltimore. Donc, il est parti aux États-Unis. Ce n'était pas encore quand l'Amérique était trop fermée. On pouvait arriver et au contraire, les Américains voulaient une immigration et pour eux, l'immigration juive était une bonne idée. Donc, le rabbin Sold et sa femme arrivent aux États-Unis dans la communauté juive de Baltimore. Ils ont
8 enfants. Alors écoutez bien, Henrietta, c'est la plus grande, elle est née en 1860. Elle aura encore 7 sœurs, parmi lesquelles 3 vont mourir quand elles étaient jeunes. C'est-à-dire que ça commence par un drame. Ces 3 les 3 des sœurs vont décéder, ce qui va un peu la bouleverser. Mais comme le père également va décéder quand elle est encore assez jeune, elle va devenir automatiquement la seconde maman de ses sœurs. Elle va élever ses sœurs. C'est-à-dire, il y a maman, il y a Henrietta et il y a les autres filles. Il y a une petite différence d'âge. Donc, déjà à Baltimore, quand elle est jeune, elle est déjà responsable de ses petites sœurs. Elle est immédiatement adulte. C'est très curieux. Il y en a, ça je connais beaucoup, des gens qui sont adultes bien avant l'âge adulte. C'est ce qui est arrivé à Henrietta Sod. À l'âge de 16 ans, elle finit l'école. Elle était dans une école générale. Ses parents lui apprennent, le père avait une ulpena, donc elle apprend d'un côté le judaïsme, mais ils l'inscrivent à l'école pour qu'il y ait une culture générale et américaine. Donc il y a une école qui s'appelle Female Western High School et elle est élève là-bas. Le problème, c'est qu'elle est géniale. C'est une élève absolument géniale. Dans la ulpena de son père, très rapidement, elle est un génie en hébreu, en texte religieux, en études de la religion juive, du judaïsme en général. Elle se passionne pour l'histoire. Elle est passionnée d'histoire et elle fait des études dans l'école générale américaine où elle réussit beaucoup. Et quand elle arrive, elle finit son bac à peu près à 16-17 ans, enfin, ce qu'on appelle les études du lycée en Amérique, on finit vers 16-17 ans. Et là, surprise, les femmes n'ont pas le droit de s'inscrire à l'université. Et elle a une tête pour apprendre. Elle rêve d'être une enseignante puisqu'elle enseigne déjà. Elle est tellement géniale qu'à la ulpena, elle enseigne. Tout le monde apprend qu'elle enseigne d'une façon géniale et même les adultes viennent l'écouter. Et tout le monde l'écoute. Comme ça, la bouche ouverte, tout le monde l'écoute. C'est une fille géniale. Alors, elle ne peut pas aller à l'université. Les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'université encore. Il n'y a pas encore le droit des femmes pour beaucoup de choses, même en Amérique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut trouver une solution. On va voir la solution qu'elle va adopter plus tard. En 1881, c'est-à-dire à l'époque des pogroms en Russie, son père décide de visiter la Hongrie pour revoir certains membres de sa famille qui étaient restés, des membres de la communauté à côté de Budapest où il avait été rabbin avant de partir aux États-Unis, et il emmène avec lui la grande fille Henrietta. Et ils arrivent en 1881, c'est-à-dire quelques mois après les terribles pogroms qu'il y a eu en Russie. Et elle découvre des gens, des réfugiés qui viennent d'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Est de la Pologne, qui viennent également se réfugier en Hongrie. C'était l'Autriche-Hongrie, on peut encore se réfugier là-bas. Et elle découvre les horreurs des pogroms. C'est un choc terrible. Elle découvre les horreurs des pogroms. Elle rencontre des survivants et les survivants lui racontent les massacres, les destructions de synagogues, les brimades, tout ce qui se passe en 1880 en Russie tsariste. Elle est entièrement choquée par ça. Comme Avicenna a parlé de Golda Meir, je voudrais dire qu'il est arrivé exactement la même chose à Golda Meir. Golda Meir est née à Kiev en 1898, bien après, bien sûr. Mais quand elle a 4 ans, Golda Meir assiste à Kiev, en Ukraine, à un pogrom. Elle voit un pogrom, elle est toute petite.
La maison où elle habitait existe encore, c'est juste à côté de la statue de Sholem Aleichem, et elle voit un pogrom. Elle voit un pogrom. C'est-à-dire que deux femmes qui vont devenir très féministes ont vu dans leur enfance, ont été marquées par les massacres des Juifs en Europe. Les deux vont être marquées par ça. Quand Golda Meir va arriver également aux États-Unis après, elle va se battre contre les pogroms et notamment contre les pogroms qu'il va y avoir juste après la Première Guerre mondiale en 1918, 19, 20. Il y a un Ukrainien, un nationaliste ukrainien, un horrible bonhomme qui s'appelle Semyon Petlouria, qui va assassiner des milliers et des milliers de Juifs, soi-disant pour se débarrasser des bolcheviks. Mais c'est des pogroms terribles en Pologne en 1818, 1919, 1920, même un peu après. Petlouria, quand les soviétiques gagnent et renvoient tous les nationalistes ukrainiens, il se réfugie à Paris et il va mourir à Paris. Mais jusqu'aujourd'hui, à Kiev, il y a une statue de Semyon Petlouria, on la voit au milieu en bas. Et où il est enterré, Petlouria? Eh bien, il est enterré au cimetière Montparnasse à Paris, parce qu'il s'était réfugié à Paris. Et chaque année, jusqu'aujourd'hui, des membres de l'ambassade d'Ukraine viennent décorer la tombe de Semyon Petlouria, un grand massacreur de Juifs. Et là, il y a marqué ici à gauche Union des nationalités. C'est l'extrême droite française de l'époque qui défend Petlouria. Il a raison de faire ce qu'il fait. Et il y a marqué ce qui s'est passé en Ukraine. Justice aux Garibaldi ukrainiens. Justice aux Garibaldi ukrainiens. C'est comme Garibaldi. Et Golda Meir va être très frappé par ça. Mais il y a autre chose qui est arrivé. Ça, c'est mon père qui me l'a raconté. Ça m'a beaucoup influencé dans ma vie. Mon père est arrivé en France de Pologne en 1923. Et quelques années après, il y a un juif qui s'appelle Sholem Schwarzbard, qui a une rue à Tel Aviv, qui va assassiner Petlouria. Il va être jugé en France et il va être acquitté. Il est défendu par des gens comme Jaurès, Léon Trotsky, Gorky, pardon, Maxime Gorky va venir, la comtesse de Noailles va venir. C'est-à-dire que d'un côté, Henriette Assold, de l'autre côté, Golda Meir ont dans leur tête toute leur vie ces massacres de Juifs en Europe. Et ça va beaucoup, beaucoup les influencer. On va voir comment. Traduis juste pour nos amis non hébraïsants le nom de Schwarzbard, oui, le vengeur. Le vengeur, oui, il y a marqué sur la, on l'a appelé le vengeur, Anokem, c'est lui qui a vengé le peuple juif. Ce qui est intéressant, c'est que après ce voyage-là, elle est complètement choquée et elle découvre un livre. Quand elle est encore avec son père, elle découvre un livre qui s'appelle Auto-émancipation, qui est paru en 1882, c'est-à-dire juste quand elle revient de son voyage. Elle a entendu parler, mais elle le lit en Amérique. Et c'est un choc pour elle. Léon Pinsker, Auto-émancipation. Léon Pinsker, c'est un des fondateurs des Amants de Sion, Forever de Sion. Il dit déjà bien avant Herzl qu'il faut s'organiser, qu'il faut prendre son destin en main et qu'il faut tout faire pour revenir sur la terre d'Israël et devenir indépendant et émancipé. Et elle va être choquée par ce livre. D'un côté les pogroms, et puis elle tombe sur le bouquin de Léo Pinsker. Et Herzl va dire beaucoup plus tard que si lui, il avait lu Auto-émancipation, il n'aurait pas écrit l'État juif. Léo Pinsker a une influence terrible sur beaucoup de gens, notamment sur Henriette Assold. Elle revient en Amérique avec deux choses dans la tête, les pogroms, l'incapacité des Juifs de se défendre et personne ne défend les Juifs, et le bouquin de Pinsker qui dit peut-être que les Juifs doivent demander leur indépendance, revenir sur leur terre, redevenir un peuple et prendre leur destin en main. Et ça va beaucoup, beaucoup influencer Henriette Assold. Elle revient donc en Amérique
après ce voyage avec son père. Et son père va bientôt disparaître, d'ailleurs, il va bientôt mourir, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle a fini l'école, elle ne peut pas aller à la fac. Alors, où aller? Maintenant, elle vient d'un milieu orthodoxe. Les filles n'étudient pas chez les orthodoxes. Il n'y a pas de ulpena. Il y a de temps en temps des trucs pour filles à droite, à gauche, mais il n'y a pas des trucs pour des études un peu plus supérieures. Les Bachurim, ils peuvent. Et tout d'un coup, elle découvre qu'il y a un monsieur qui s'appelle Shlomo Scherter, Salomon Scherter, on le voit ici au milieu, qui lui va créer le mouvement conservatif, c'est-à-dire le mouvement pas orthodoxe, pas réformé, un peu entre les deux. Et lui, il a créé une formation rabbinique, il a créé un centre d'études juives pour devenir rabbin conservateur, et il accepte de prendre chez lui Henrietta, à une condition, c'est marrant, c'est toujours pas encore les conservatifs d'aujourd'hui, à une condition, c'est qu'elle n'aura pas l'ordination rabbinique. Elle pourra faire les études, ça c'est OK, mais elle ne pourra pas être rabbine. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça, chez les conservateurs, on peut être déjà rabbine, chez les réformés, il y avait déjà. C'est-à-dire, il y a aussi une lutte féministe à l'intérieur du judaïsme. Bien sûr, à l'extérieur, les féministes commencent à crier qu'il y a quand même des droits qu'on doit donner aux femmes. Et ça va prendre du temps. Hein. Le droit de vote va prendre beaucoup de temps. En Suisse, c'est seulement en 1970. Okay? Donc, elle étudie et elle enseigne. Elle parle tellement bien. Elle connaît tellement de choses qu'en même temps qu'elle étudie, elle enseigne. Elle aura un petit copain. Elle aura une aventure amoureuse qui va mal se passer. Elle a déjà trop de problèmes dans sa famille. Son père va décéder. Elle s'occupe de sa mère. Elle s'occupe de ses sœurs. Il est très difficile pour elle de monter une famille. Elle ne va jamais se marier. Elle n'aura pas d'enfants, mais on va voir qu'elle va avoir beaucoup d'enfants quand même. Alors, il faut bien vivre. Elle est tellement géniale. Tout le monde la connaît comme une intello incroyable. Elle sait lire toutes les langues. Elle traduit. Elle connaît les études juives. Elle étudie l'histoire. Alors, il y a une Jewish Publication Society, une société de livres juifs qui se fonde en Amérique pour faire une grande bibliothèque juive, traduire en anglais des choses du passé juif. Et qui c'est qui traduit? Henrietta Sold. Et elle travaille tellement bien qu'il commence à l'employer. Elle va travailler là-bas quelques années. Ça va lui permettre de vivre, de nourrir sa maman et ses sœurs, d'aider. Les sœurs vont se marier au fur du temps, mais c'est toujours Henrietta qui s'occupe de tout le monde. Et elle va être une des créatrices de ce qu'on appelle la Jewish Encyclopedia, l'encyclopédie juive, qui existe aujourd'hui d'ailleurs. Bref, elle va être une grande éditrice de livres juifs. Et d'ailleurs, c'est une des rares femmes qui a un poste aussi élevé dans une grande société. Et on lui dit, c'était la seule femme dans le bureau directeur parmi que des hommes. Il n'y avait pas de femmes dans les bureaux directeurs, mais elle, on ne peut pas lui dire non. Elle a trop de connaissances là où c'est possible d'entrer et on comprend qu'on a besoin de ses qualités. En 1909, Henrietta visite l'Europe avec sa maman. Elle a gagné un peu d'argent de la société de publication. Elle emmène sa mère en voyage et il décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Donc en 1909, elle arrive avec sa mère en Israël. Et qu'est-ce qu'il y a en 1909? Rien. Il y a quelques moshavot, les yeshuvim, il n'y a pas Tel Aviv, ça commence à s'organiser. À Jérusalem, c'est très triste. Il y a quelques moshavot à droite et à gauche. Il y a quelques premiers kibbutzim qui se mettent dans le nord, mais il n'y a quasiment rien. Mais ce qu'elle voit avec sa mère, c'est complètement différent que du tourisme. Elle ne regarde pas du tout ce qui se passe
sur le terrain. Bon, elle comprend ce qui se passe sur le terrain, le travail de la terre, les chaloutsim qui commencent à s'organiser, le travail de la terre et tout et tout. Mais ce qu'elle voit surtout, c'est les gens. Et qu'est-ce qu'elle voit comme gens? Des gens tristes, malades. Il n'y a pas assez de docteurs, il n'y a pas assez de, il y a pas assez d'aide sociale, il n'y a rien. C'est un pays quasiment, c'est très difficile à dire pour moi, mais quand j'ai relu un peu comment elle décrit les choses, c'est très, très, très triste qu'elle voit en 1909 en Eretz Israël le début des pionniers. Bon, alors, il y a des photos des pionniers qui travaillent la terre, mais dans la réalité, il y avait des maladies terribles, il y avait des gens pauvres, il y avait. Mais le problème qu'elle a vu surtout, c'est des problèmes sociaux et des problèmes de santé, des problèmes sanitaires. Elle dit que personne ne s'en occupe dans l'Yishuv. Il y a quelques médecins à droite, à gauche, mais il n'y a pas une réflexion pour la santé morale et la santé physique des gens. Elle revient aux États-Unis et elle organise une organisation féministe. C'est-à-dire, elle va créer une association qui s'appelle Hadassah, qui est les femmes sionistes d'Amérique. Jewish Women in America, Hadassah. Et la première chose qu'elle convainc les gens de Hadassah, c'est de créer en Eretz Israël un système sanitaire. Et ils commencent à discuter et à ramasser des sous pour créer en Eretz Israël un système sanitaire stable et où tout le monde peut arriver. Elle recrute des infirmières, elle forme des infirmières qui vont partir d'Amérique en Eretz Israël pour commencer à créer les premières infirmeries dans pas mal de yishuv. Donc, elle va créer, maintenant, Hadassah est très connu, il y a l'hôpital Hadassah, ils vont créer des tas de branches, ils vont former des médecins et des infirmières, mais celle qui tape sur la table pour organiser tout ça, c'est Henrietta Sold. Elle va créer encore un truc encore plus extraordinaire qui existe jusqu'aujourd'hui. Alors, quand elle a commencé à organiser les trucs sanitaires en Israël, chaque parti politique, le peuple juif était très divisé en Eretz Israël politiquement, et ils ont créé ce qu'on appelle les Kupot Cholim. C'est une idée extraordinaire. Elle était un peu contre Henrietta. Kupot Cholim, chaque citoyen est inscrit dans un système médical. Alors, il y en a qui dépendaient du parti de gauche, du parti de droite. C'était un peu compliqué. Elle voulait unifier tout ça. Elle a dit c'est une bonne idée, mais il faut l'unifier. Il faut que chaque citoyen puisse aller n'importe où. Bon, jusqu'aujourd'hui, le système des Kupot Cholim marche, bien que ça ne soit pas lié tellement à la politique aujourd'hui. Il y avait une époque, c'était beaucoup plus lié. Mais elle veut élargir. Il y a des gens chez qui on n'arrive pas. Ceux qui sont dans un kibbutz, ils ont tel truc ou tel truc, mais les gens normaux. Et elle va créer quelque chose d'extraordinaire, s'appelle Tipat Chalav, qui existe jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire un centre de soins pour les bébés et les mamans, ou les mamans enceintes et les bébés après les naissances, Tipat Chalav. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle va changer entièrement le point de vue sioniste. Bien sûr que nous, on voit le sioniste, ceux qui montent la garde sur un cheval avec un fusil en Galilée, ceux qui travaillent la terre. Mais elle dit, il faut regarder en bas. Il faut regarder les vrais gens, les besoins réels des gens, notamment les besoins sanitaires des gens. Et elle va, avec sa association Hadassah, les femmes, d'abord c'est féministe, c'est une organisation de femmes. Les femmes ont le droit à la parole et vous allez voir, les femmes peuvent réaliser beaucoup plus de choses. Et effectivement, elle comprend les besoins familiaux des mamans, des femmes enceintes et ainsi de suite. Et elle va créer tout un système pour aider ce genre de population. Elle monte en Israël finalement en 1920. En fait, elle venait, elle allait, elle revenait, elle allait.
En 1920, elle vient, elle s'installe à Jérusalem. Alors, je peux vous dire, elle a habité dans une chambre d'hôtel avec un lit, une petite chambre d'hôtel. L'hôtel s'appelle Eden, en face des murailles de la vieille ville. Une femme très, très simple, mais personne ne pouvait lui dire non. Elle commence vraiment à contrôler les opérations de Hadassah en Israël de plus en plus. Et elle va développer de plus en plus le système sanitaire israélien. En 1932, elle va créer quelque chose d'extraordinaire. C'est sa deuxième grande création. Bien sûr, il y a des sous-créations derrière tout ça. Mais la deuxième plus grande création de Henrietta Sold, c'est quelque chose qui s'appelle l'Aliyat Noah, l'Aliyat des jeunes. C'est quoi cette Aliyat des jeunes? En 1932, quelques mois avant que Hitler prenne le pouvoir réellement, il est déjà, le parti nazi est déjà bien en place en Allemagne. Il va être chancelier seulement en janvier 1933. En 1932, il y a beaucoup de jeunes enfants ou orphelins ou qu'il faut convaincre les parents, donnez-nous les enfants. Henrietta a dit, il faut sortir le plus vite possible le plus d'enfants d'Allemagne. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, il faut s'occuper des enfants. Bon, elle va créer une association qui s'appelle Aliyat Noah. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est qu'elle va créer en Israël des centaines et des centaines de centres pour les jeunes de l'Aliyat Noah, notamment les premiers vont venir d'Allemagne. Alors, pourquoi les enfants et pas les parents? Parce que ces crétins de Britanniques ne donnaient pas les visas. Ne donnaient pas les visas. Il va y avoir plus tard la conférence d'Évian, ça va être encore plus fermé. Mais déjà, depuis les révoltes arabes de 1929, 1920, ensuite 1929, les Britanniques, vaut mieux peut-être pas faire venir tant de juifs. Donc, la porte de la Palestine britannique est fermée. Mais peut-être qu'on peut laisser rentrer des enfants, des orphelins ou des enfants qui ont besoin d'aide. Ensuite, peut-être que les Britanniques, c'est plus facile de les convaincre. Et c'est ce qu'elle va faire. Et l'Aliyat Noah va faire venir des enfants d'Allemagne de plus en plus. Le premier centre de l'Aliyat Noah va être à Ben Shemen, entre Jérusalem et Tel Aviv. Et il va y avoir des centres de Aliyat Noah un peu partout. Dans des kibbutzim, on crée un groupe de Aliyat Noah, on crée des villages de Aliyat Noah. Pourquoi des villages? Et là, elle rejoint l'idée sioniste. Ils vont se reconstruire en construisant la terre, en apprenant l'agriculture, le travail, et ainsi de suite. Donc, c'est elle qui va créer l'Aliyat Noah. Un des groupes les plus intéressants qu'elle a fait venir, c'est les enfants de Téhéran. C'est quoi ces enfants de Téhéran? Il s'agit d'à peu près 1000 enfants, un peu entre 700 et 1000 enfants qui viennent de Pologne, des enfants orphelins ou que les parents les ont confiés. Pourquoi? Il y a une possibilité de sortir de Pologne après le commencement des hostilités entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Les Russes laissent passer des trains polonais parce que dans ces trains, il y a l'armée Anders. L'armée Anders, c'est des volontaires polonais qui veulent rejoindre le Moyen-Orient en passant par Téhéran et rejoindre l'armée britannique qui se trouve en Palestine pour se battre contre les Allemands. Et dans ce train, on rajoute des enfants. Et là, tout le monde est d'accord, on prend les enfants, donc il y a à peu près 1000 enfants entre 2 ans jusqu'à 16-17 ans qui sont dans ce... Alors, ils arrivent jusqu'à Téhéran. De Téhéran, ils prennent d'Iran, ils vont prendre des bateaux du sud de l'Irak. Ils vont prendre un bateau qui fait tout le tour de la péninsule de l'Arabie saoudite. Ils vont arriver en Égypte et d'Égypte, ils vont arriver à Atlit. Et qui les attend à Atlit? Henrietta Sold. Alors, les enfants de Téhéran, c'est plus tard, c'est en 1943 qu'ils arrivent en Eretz Israël. Elle va s'occuper d'eux. Elle va s'occuper de leur éducation. Alors, il y en a quelques-uns qui sont célèbres. Le plus célèbre d'entre eux, puis je les connais, il est en bas, c'est un héros
des guerres d'Israël, Yanush Bengal, Avigdor Bengal, et un général de l'armée israélienne qui est héros de l'armée israélienne, qui a sauvé une certaine situation pendant la guerre de Kippour. Et ça, c'est le travail d'Henriette Assold. Elle les a attendus à l'arrivée et c'est elle qui a vraiment tout fait pour que chacun reçoive l'éducation qu'il mérite. En tout, dans toutes les maisons de Lozé, jusqu'à, je pense jusqu'aujourd'hui, le chiffre est de 350 000 enfants que l'organisation Aliyat HaNoar d'Henriette Assold a permis d'éduquer. Ça travaille encore jusqu'à aujourd'hui, l'Aliyat HaNoar, ça s'appelle un peu différemment, c'est une autre population, mais c'est également fait pour aider des jeunes dont les parents ne peuvent pas s'occuper ou qui sont restés en Chutz-La'aretz, en dehors d'Israël et qui veulent refaire leur vie en Israël. Eh bien, Henriette Assold a créé un système qui accompagne chaque enfant pour lui permettre de réussir le plus possible dans la voie qu'il va choisir. Il n'oblige pas à tel enfant. Elle dit chacun doit trouver sa voie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand moi, j'ai travaillé dans l'organisation sioniste, à l'agence juive et dans les mouvements sionistes, mon but n'était pas de dire aux gens montez en Israël. C'est de dire aux gens, si vous montez en Israël, sachez ce que vous faites. Sachez qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce que la société israélienne. Et Henriette Assold, elle a tout fait pour que les gens trouvent un accord entre ce qu'ils sont dans leur cœur, dans leur tête, et ce qu'ils doivent faire en Israël. Et elle a rajouté autre chose. C'est que faire son alia, c'est pas d'arriver en Israël et de dire qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qu'on me donne. C'est de dire qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter. Et ça, c'est un changement incroyable dans l'éducation sioniste que Henriette a ajouté. Elle est décédée en 1945. Et elle est enterrée au mont des Oliviers, Har HaZetim à Jérusalem. Seulement, il y a un problème. C'est qu'en 1948, il y a la guerre d'indépendance et le mont des Oliviers est tombé aux mains des Jordaniens et les Jordaniens vont détruire une grande partie du cimetière juif du Har HaZetim pour en faire une route. Et en 1967, quand Jérusalem va être libérée, on va découvrir des milliers de tombes complètement détruites, dont la tombe de Henriette Assold. Elle a été détruite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu une vie facile dans sa famille, elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas d'enfants à elle, mais elle a 350 000 enfants qui peuvent l'appeler maman. Et même après qu'elle soit morte, les Jordaniens ont détruit des tombes, dont sa tombe à elle, sur le mont des Oliviers. Et pour terminer, alors il y a aujourd'hui beaucoup de choses à part des rues à son nom, des billets à son nom. Il y a Kfar Sod, il y a un kibbutz à son nom dans le nord d'Israël, qui est très très joli à voir. C'est en honneur d'Henriette Assold. Et un des bateaux d'immigrés, des Maapilim, des immigrés clandestins, des immigrants clandestins juifs au temps des Britanniques, quand ces idiots de Britanniques ne laissaient pas rentrer des rescapés de la Shoah. Ils ont fermé les portes de la Palestine britannique, d'Eretz Israël, aux rescapés. Donc, il y avait des bateaux qu'on faisait de force entrer, le plus connu est l'Exodus, mais un des bateaux qui est parti de Grèce avec des réfugiés juifs qui venaient d'Europe, qui a été arrêté par les Britanniques. C'est ce qu'on voit, il a été arrêté par les Britanniques. Les Britanniques se sont jetés sur le bateau, ont arrêté les gens, ils ont été envoyés à Chypre d'une façon terrible. Et le bateau était nommé Henriette Assold. Après la mort d'Henriette Assold, il y a encore beaucoup de choses qui ont été faites en son nom. Voilà, je voulais présenter à peu près en 40-45 minutes l'histoire de Henriette Assold. Elle a beaucoup influencé, notamment, elle m'a beaucoup influencé parce que
Elle dit il faut avoir des idéaux, mais avant de regarder en haut, il faut regarder également les gens en bas. Il faut regarder les besoins essentiels qu'ont les gens. On comprend la chaloutsiout, il faut être chaloutz, il faut construire la terre d'Eretz Israël, il faut se battre pour Eretz Israël, mais il faut également créer une société saine, et bon, dans les temps qui courent, on comprend de quoi on parle, et où la santé morale et physique des gens est extrêmement importante. Et là, c'est vrai que parmi tous les gens que je connais qui sont montés avec moi en Israël, beaucoup ont perdu des enfants à la guerre, beaucoup ont combattu eux-mêmes. Il y a des choses très difficiles. Eh bien, il faut savoir avant que ces choses difficiles sont surmontables. Et Henrietta Sold a joué un grand rôle. Elle est moins connue que Golda Meir parce que Golda Meir a joué un rôle politique. Henrietta Sold n'a jamais voulu avoir aucun rôle politique, bien que Weizmann, Chaim Weizmann, le président, un des premiers présidents de l'État d'Israël, le premier président de l'État d'Israël voulait absolument qu'elle rentre en politique, mais elle a fait un peu de politique, elle était un peu du côté gauche, mais en fait, elle n'a jamais voulu s'occuper de politique, elle voulait s'occuper des gens, de l'âme des gens et la santé des gens. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions, je serai très content d'essayer d'y répondre. Bien sûr. Merci beaucoup, Shlomo. Comme d'habitude, c'était, comme le disent déjà les gens, c'était une merveilleuse histoire. C'était la découverte d'une grande dame. Donc, je propose à nos amis qui auraient des questions, je pense que l'exposé était complet, comme le personnage est moins connu, donc, mais enfin, vous avez le temps de poser des questions. Moi, qu'ancien délégué de l'État Noir, parce que j'ai travaillé dans les années 90 en France pour aider des familles qui avaient besoin de ce genre de service, et il y en a eu par dizaines et par centaines, même en France, qui envoyaient leurs enfants dans ces villages qui ont été créés, qui se sont ensuite développés, qui ont été créés à son initiative. Voilà, il faut savoir que c'est d'actualité, qu'il y a aussi des centaines de personnes de France qui, tout au long de l'histoire d'Israël, sont venues, ont été éduquées, ont été formées, ont fait leur bac et ont été plus tard, comme l'a dit Shlomo, soit à l'armée, soit dans d'autres cadres. Je voulais d'ailleurs, c'est assez symbolique, pendant que les gens posent leurs questions, s'ils en ont, que la rue Henrietta Sold à Jérusalem, c'est la rue qui mène vers Hadassah. Et voilà, j'avais jamais fait naturellement la. À Tel Aviv, elle est à côté de Yechilov. À voilà. Tel Aviv, c'est la rue qui est à côté de l'hôpital Yechilov. Voilà, et la troisième remarque que tu as développée, mais je crois qu'il faut le repréciser parce qu'on est à la veille d'une 4e élection en Israël. Je crois que c'est très important de regarder vers le bas, de regarder vers le peuple. On a un système politique en Israël qui est très compliqué. On va l'évoquer très bientôt lors d'une de nos conférences, mais je crois qu'on a un peuple qui est merveilleux. Et ce que représente Henrietta Sold, c'est avant tout voilà, cette vision vers le bas, cette vision des petites choses qui ont fait le grand sionisme, parce que la politique est utile, la politique est peut-être nécessaire, mais je crois que sans ces personnes qui ont pensé à la tipatralav, à la coupatrolim, à la tanor, aux enfants, à la vie de tous les jours, et je crois que c'est normal que ce soit une femme. C'est vrai que son destin un peu tragique a peut-être permis de compléter, de transporter une partie de son amour et de son affection vers les enfants d'Israël. Je crois que ça a été un très grand mérite et un très grand bénéfice pour le développement de cet Israël avant l'État d'Israël. Malheureusement, elle a à quelques années près assisté à la création de l'État d'Israël, mais elle en a en tout cas beaucoup contribué. Voilà, je regarde s'il y a des questions. On nous demande quelle langue parlait-elle, Shlomo, est-ce que tu le sais? Est-ce qu'elle avait des frères et sœurs? Est-ce qu'il y a un semblant de famille, de descendants qui sont venus en Israël ou en Amérique? Non, elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a donc jamais eu d'enfant. Ils étaient 8 sœurs. 3 sont mortes en bas âge. Et les autres, une qui est venue ici, les autres sont restées aux États-Unis et sont dispersées aux États-Unis. Il n'y a pas de descendants directs. Il y a peut-être des familles du côté des sœurs. Mais ça, je ne sais pas exactement combien il y en a. Je vais rechercher, c'est intéressant comme question. Parle au niveau des langues, elle devait parler le hongrois, l'anglais et l'hébreu probablement.
elle parlait l'hébreu, l'anglais. Elle a appris d'autres langues quand elle a travaillé en maison d'édition. Elle parlait le hongrois à la maison. On parlait également le yiddish, comme Golda Meir d'ailleurs. Et ça, c'est les langues principales. Mais je suppose qu'elle en savait d'autres, comme le français, elle avait appris. Alors, Eva Labide Kiar, qui nous écoute et on la salue ce soir, nous demande est-ce que tu sais par hasard quelle action a-t-elle eue à Mikvé Israël parce que l'un des bâtiments historiques porte son nom? J'ai pas entendu, j'ai pas compris la question. Un des bâtiments de Mikvé Israël porte le nom d'Henrietta Sold. Alors, est-ce que c'est un hommage? Oui, non, c'est parce qu'à Mikvé Israël, dans le village de Mikvé Israël, quand il y a eu Aliyat Noir, il y avait un groupe là-bas. Il y avait également des groupes à Mikvé et elle était liée également là-bas aux profs. C'est quand même, c'était de Charles Netter, mais elle était liée aux gens qui travaillaient avec des enfants là-bas. D'accord. OK. Bon, je crois que nous avons… Ah non, attendez, je vois deux autres messages qui arrivent. Est-ce qu'il existe un ouvrage en français sur elle, quelque chose qui raconte une partie de cette histoire que tu nous as racontée, ou tout est en hébreu? Non, en français, je n'ai pas trouvé. Il y a en anglais, mais il y a surtout en hébreu. Je n'ai rien trouvé en français sur Henrietta. Elle est citée à droite à gauche dans les livres d'histoire en français, mais histoire juive ou d'histoire d'Israël. Mais je n'ai pas trouvé un livre entièrement sur elle. Comme on a vu au début, la première diapo, il y a un livre en hébreu sur elle. Maniga, elle a une directrice, une leader. Et une autre question importante, elle était fille de rabbin orthodoxe. Quelle était sa guicha, quelle était son approche par rapport au judaïsme, un judaïsme pratiquant ou un judaïsme plus philosophique? Non, elle est fille de rabbin orthodoxe, mais elle a été déçue par le fait que dans l'orthodoxie ultra-orthodoxe ou orthodoxe, les filles n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire, OK, tu peux apprendre à lire, à écrire, à prier, à faire ci, à faire ça, mais dès que tu as fini les études, et en plus, elle était dans une école générale, mais une fille en Europe, dans les communautés ashkénazes ultra-orthodoxes, n'avait pas tellement d'avenir. Donc, elle était une génie, c'est une espèce de Yantel, comme dans le film Yantel, mais il n'y a aucune voie pour des jeunes filles pour faire une grande carrière dans l'étude de la Torah, dans le milieu orthodoxe. C'est bloqué. Donc, elle n'avait pas le choix. C'est, d'après moi, elle n'a pas choisi d'aller chez Scherter ou le mouvement conservatif. OK? De même qu'elle s'est rapprochée également du mouvement réformé, parce que là-bas, les femmes ont le droit de parler, et ainsi de suite. C'est même pas une question de mitzvot ou pas de mitzvot, c'est une question de liberté d'études et liberté d'expression des femmes. Et c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, dans certains milieux ultra-orthodoxes, les femmes, par exemple, il y a un débat dont je vais parler bientôt en 1920, le Rav Kook n'est pas encore d'accord pour donner le droit de vote aux femmes dans les élections juives en Palestine britannique. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des groupes qui s'opposent au vote des femmes dans les milieux orthodoxes juifs. Okay? Et petit à petit, ça s'est libéré. Mais c'est vrai qu'il y a eu une révolte féministe et le mouvement conservatif ou le mouvement réformé lui a donné beaucoup plus de possibilités que lui aurait donné le mouvement orthodoxe. Mais je suppose que sa mère gardait les mitzvot, mangeait kasher, et qu'elle était proche du judaïsme, elle connaissait le judaïsme, elle pouvait enseigner la Mishnah ou la Gemara, c'était une génie. Mais elle ne comprenait pas qu'on ne donne pas une place aux femmes. Donc il y a un côté féministe là-dedans. Alors on me pose une question que je n'ai pas entièrement compris, mais je la repose. Y a-t-il un rapport entre Henrietta Sold et Chevrat Noir? Chevrat Noir, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Non, Chevrat, non, je ne vois pas. Il y a dans les kibbutzim quelque chose qu'on appelait Chevrat Noir, c'est-à-dire les jeunes du kibbutz, Chevrat Noir.
c'est vrai que, mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec ni Aliyah Noah, je ne sais pas, ça je ne peux pas dire. Je sais que dans les kibbutzim, on appelait Chevrat Noah la société des jeunes, parce que vous savez que dans beaucoup de kibbutzim, les enfants ne dormaient pas dans les familles, et même quand la famille était à 50 mètres, on habite entre nous pour accentuer le socialisme, la vie en société. Mais ça, c'est Chevrat Noah dans les kibbutzim. D'après moi, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de lien avec Aliyat Noah ou Henriette Hassan. Ça a influencé Kortchak, ça oui. Bien, oui, très, très, très important. Évidemment, ça nécessiterait aussi un autre développement, mais je crois qu'on a découvert une grande âme, comme certaines personnes l'ont précisé, des gens qui sont très actifs au mouvement Hadassah. Pour eux, c'est effectivement leur symbole sioniste, et je crois que c'est important qu'on le partage parce qu'on connaît les grands noms classiques de la politique, et je crois que ça nous a donné l'idée, je crois, de plus en plus de chercher, de vous présenter des personnes de terrain qui ont contribué aussi à la société israélienne en dehors du monde politique. Voilà, Shlomo, comme d'habitude, c'était passionnant. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom de Jérusalem. Je vous invite à notre prochaine conférence qui aura lieu dimanche à 11h heure de Paris, Yasmine. Non, à 18h. À 18h, c'est un atelier avec un atelier de cuisine spécial pour Purim avec Yossi Ben Dayan. D'accord. Donc voilà, ce sera dimanche à 18h. Vous recevrez probablement aujourd'hui, si vous ne l'avez pas reçu, une invitation pour les gens qui veulent un peu de détente. Et Naftali, merci encore de ta participation et tous nos amis fidèles que nous reconnaissons de semaine en semaine qui se joignent à nous. Shabbat Shalom et à très bientôt. Bye, Shabbat Shalom. Bonne chose. Purim Sameach. Chag Sameach. Joyeux Purim. C'est ça.